À Angoulême, est-ce que ça vous dirait qu'on commence par de la musique? Est-ce que vous êtes prêts à applaudir et à acclamer DJ Moule Orchestra qui vont venir nous faire un morceau d'entrée? Ça vous branche ou pas? Ouais. Et bien sous vos applaudissements, DJ Moule Orchestra. On peut applaudir DJ Moule Orchestra. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici aujourd'hui à la Nef, dans ce monument, cet édifice qui par son passé déjà historique est un exemple pour le présent futur. Pourquoi est-ce qu'on est là cet après-midi? Eh bien pour vous parler de Sonorama. Sonorama, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'histoire des musiques amplifiées et des risques auditifs. Ok. Le plan de la séance aujourd'hui, il est très simple. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons revenir sur l'évolution des instruments de musique,
l'évolution des systèmes de sonorisation et nous pourrons vous initier aux styles musicaux qui en découlent. Ensuite, nous irons voir ce qu'est le son, comment il se mesure, comment il se propage, des notions importantes à connaître et à comprendre pour notre exposé de l'après-midi. Puis nous vous éveillerons sur notre système auditif, comment le son est décodé par notre organisme. Et enfin, nous vous informerons sur les divers moyens de se protéger face aux risques auditifs. Est-ce que ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça sera comme ça. Ok. Et pour commencer, et pour ce faire, mesdames et messieurs, je suis accompagné cet après-midi par DJ Moule Orchestra, que vous avez pu voir sur scène. On peut applaudir. On peut faire ouais. Qui vont nous faire partager toute leur expérience. Stéphane et Franck. Et vous ne le voyez pas, mais à la sonorisation, ingénieur du son, Guillaume Geoffroy. On peut l'applaudir aussi, ouais, parce que c'est tout un travail de rendre cette musique audible à vos oreilles. Très très beau. Et pour commencer, on va commencer tout de suite avec toute votre attention, s'il vous plaît. Ça sert à rien de parler entre vous parce que c'est là que ça se passe. Merci beaucoup. Ok, on y va? Super. Et pour commencer, on va reposer le contexte sonore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sources sonores et ce qui fait que notre oreille est constamment sollicitée. D'abord de manière passive, par exemple avec le développement urbain. Quand on parle de développement urbain, on parle de trafic routier, ok, les travaux dans les villes, mais aussi dans les lieux publics. Quand on va au restaurant, dans les espaces commerciaux où il y a des messages audio et musicaux de diffuser, mais aussi chez vous, avec toutes les sources sonores, sources sonores du quotidien, avec par exemple les matériels électroménagers, la hi-fi, la télévision, toutes ces sources-là, c'est le contexte sonore passif, c'est-à-dire qu'on subit tous ces sons. C'est pas drôle. Ok. Merci, c'est là que ça se passe. Merci. Ok. Ok. Et au contraire de ça, il y a aussi des sources sonores actives, c'est-à-dire qu'on va aller à la recherche de sons parce qu'on a envie de s'émouvoir, d'avoir des sensations. Par exemple, quand on va au cinéma. Voilà, il y a des effets spéciaux. On est baigné par le son quand on va en boîte de nuit, en discothèque, en festival, en salle de spectacle, en concert, mais aussi par des moyens d'écoute personnalisés. Et on va tout de suite regarder une animation qui nous fait la rétrospective sur l'évolution des moyens d'écoute personnalisés. C'est parti. Autrefois, écouter de la musique, c'était trouver des musiciens et un concert. Il fallait se déplacer. Grâce au progrès, il y a eu la radio au début des années 20 qui a amené la musique au plus grand nombre. Puis le vinyle en 1948 qui permettait d'écouter la musique chez soi sans inviter tout l'orchestre. En 1963 est arrivée la cassette qui a permis de déplacer la musique et de la copier. 1979, le baladeur arrive sur le marché. La cassette s'écoute partout et la musique nomade avec casque s'impose. Début des années 80, le CD apparaît. Meilleure qualité sonore et plus compact qu'une cassette, c'est le nouveau roi du marché. 1995, le format MP3 fait son apparition. Il est plus petit qu'une cassette, plus fin qu'un CD, mais très compressé. Avec son lecteur, c'est tous vos albums avec vous. Mais attention, il soumet l'oreille à une intensité et à une durée d'exposition jamais atteinte dans l'histoire de l'homme. De l'orchestre d'autrefois à l'écoute nomade, la technique a évolué, mais pas notre oreille. Donc ça c'est l'évolution des moyens d'écoute. On a vu bien sûr de la radio à la platine vinyle qui aujourd'hui écoute encore de la musique en écoutant des CD. Vous avez la main? Alors c'est bien de dire bah nous mais c'est pas si évident que ça. Qui écoute encore de la musique avec des vinyles? C'est quoi des vinyles? Ok. Et qui écoute de la musique via son téléphone portable avec un lecteur MP3, ok, quasiment tout le monde. Et parmi ceux qui ont levé la main, qui écoutent de la musique avec lecteur MP3, qui s'endort en écoutant son lecteur MP3? Ok, on reviendra sur cette notion un petit peu plus tard. Et là, on va commencer l'évolution des instruments de musique et des volumes sonores. Merci les filles, merci, c'est fatigant, merci. Ok. Ok, l'évolution des instruments de musique et des volumes sonores. Et on va commencer avec l'instrument préféré de Franck, c'est la batterie. Complètement. Donc 1930.
qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rassembler les cymbales, la grosse caisse, la caisse claire. C'est-à-dire que là où j'avais 3 musiciens pour jouer de ces 3 instruments, avec un système de pédales et de pieds de fixation, je regroupe tout ça et j'ai qu'un seul musicien pour jouer de tout ça à la fois. Donc, en 1930, je vais pouvoir juste avec 2 musiciens, genre un pianiste et un batteur, je vais pouvoir faire des soirées dansantes dans des clubs. Donc là, on va commencer à avoir des lieux qui ne sont pas forcément adaptés et une certaine source sonore importante. Par la suite, comme j'ai un instrument qui est relativement bruyant, il y a un autre instrument qui lui va se sentir mal, ça veut dire bon, on m'entend plus. C'est la guitare. Donc, invention de la première guitare électrique en 1932 par M. Rickenbacker. Donc, comme elle a une forme un peu spéciale, elle est appelée la frying pan, la poêle à frire. Donc, du coup, invention de la guitare électrique et de l'ampli, forcément, puisque il faut un ampli pour qu'on entende la guitare. Par la suite, à chaque fois qu'on va inventer ou modifier un instrument de musique, la plupart du temps va naître un style musical. Donc là j'ai une guitare électrique, une batterie, je vais pouvoir jouer une musique où la guitare a plus d'importance que ce qu'elle avait pour l'instant. Et dans les années 50, du coup, on invente le rock'n'roll. Rock'n'roll, donc c'est typiquement la musique qui met à l'honneur cette nouvelle guitare qui s'est électrifiée et puis qui en 20 ans, on peut le voir, a évolué dans son esthétique, qui est devenue même super jolie, enfin ça c'est une histoire de point de vue. Et donc le rock'n'roll, style musical basé sur la guitare électrique, apparition du solo de guitare, ça c'était assez inédit pour l'époque. Et on se retrouve avec des trios, batterie, guitare électrique, contrebasse. Voilà, donc je suis toujours dans mon club, et là j'ai une guitare avec un ampli qui dégage un volume un petit peu important, j'ai une batterie, et le contrebassiste, lui on l'entend plus. Donc on va pallier à ce problème, et en 1960, on voit l'apparition de la basse électrique. Alors là je me retrouve avec 2 instruments rythmiques, qui sont la batterie et la basse. Et va naître un style musical qui est quand même vachement axé sur la rythmique, c'est le funk. Donc là on voit trois représentants les plus connus dans ce style, Sly and the Family Stone, George Clinton et James Brown. Et James Brown va aller, c'est l'extrait que vous entendez, je pense, ça vous dit quelque chose ce morceau? Voilà. Bon James Brown lui, ça lui suffisait pas d'avoir des instruments électriques, lui en plus il fallait que sur scène, lui il voulait 2 batteurs, une section cuivre assez importante, 5-6 musiciens, donc on pouvait très bien se retrouver dans notre fameux petit club avec 10-15 musiciens sur scène. Donc c'est toujours pareil, c'est la surenchère, de plus en plus de volume sonore. Milieu des années 60, l'avènement de la pop musique. La pop musique continue dans cette recherche des nouvelles sources d'inspiration. Alors on a différents exemples, comme les Beatles qu'on est en train d'écouter maintenant, les Rolling Stones qui sont les dignes héritiers du rock'n'roll évoqué dans les années 50. Des groupes comme Pink Floyd, ils ont tous en commun d'avoir digéré le rock'n'roll et d'y avoir ajouté des nouvelles sonorités. Et ce qui est très intéressant avec les Beatles en particulier, qui est a priori le plus grand groupe de l'histoire de la pop, aujourd'hui encore, c'est qu'ils étaient tellement connus qu'ils avaient un nombre de fans incroyable et qu'ils se retrouvaient à jouer dans des lieux de concert immenses, genre des stades, et leurs fans étaient si nombreux et si bruyants qu'eux-mêmes ne s'entendaient pas jouer sur scène. Donc là, ils sont arrivés face à un problème tout nouveau. On va voir une image des mêmes Beatles donc en train de jouer là dans un stade, et vous voyez que le système de sonorisation, enfin tous les amplis, tout ça, ça n'a pas l'air d'être suffisamment puissant, enfin moi j'ai pas l'impression, vu la taille du lieu et le nombre de spectateurs. Alors comme tu viens de le dire, c'est une des premières fois où on met un groupe de musique au milieu d'un stade de football pour qu'il s'y produise en concert. À cette époque-là, on ne met pas encore le public sur la pelouse, on met le public dans les gradins tout autour. Et sauf qu'on n'a pas trop anticipé le fait qu'il allait falloir une sonorisation pour que tout le monde entende partout. Et on se retrouve un peu dans l'urgence avec, on va le voir en bas à droite de la photo, là il y a une enceinte, donc qui est censée faire du son pour tout le pan de stade de gradin qui est en face. Et sur le pick-up derrière, on a des petites boîtes là qui doivent faire un peu la sonorisation pour le pan de public qui est au fond.
Donc forcément, on imagine vite que c'est un peu léger. Donc on passe là on n'est pas assez, donc j'imagine qu'on va remédier à cela. Alors tout de suite on réagit pour pallier au problème et on se retrouve avec une exagération totale puisqu'on construit des échafaudages dans lesquels on va aller accrocher et superposer des tas d'enceintes. C'est assez démoniaque. Donc on voit que sur scène il y a un immense mur d'enceinte. Devant on voit qu'il y a un groupe qui va jouer, il y a un piano, etc. Et là on a prévu de mettre le public juste devant les barrières, là au premier rang. Donc on peut imaginer que la personne qui est au dernier rang, au fond du gradin, il entend bien. Et par contre, le groupe et les premiers rangs du public, eux, ils sont immédiatement assourdis. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Alors forcément, on s'est rendu compte du problème, on a fait travailler des ingénieurs. Et dans le milieu des années 90, on a inventé un système de sonorisation qui s'accroche en l'air, qu'on appelle le line array, et qui va être ces grappes d'enceintes là. C'est plein de petites enceintes accrochées les unes aux autres. Et grâce à des procédés technologiques un peu complexes, on va pouvoir avec ces enceintes-là avoir le même son partout dans l'audience. C'est-à-dire que devant, à gauche, au fond, au milieu, à droite, derrière, partout, tout le monde aura environ le même son dans les oreilles. Donc ça c'est l'évolution des systèmes de sonorisation. On est passé du trop peu au beaucoup trop pour arriver à quelque chose d'aujourd'hui où on peut restituer le son pour le public de manière agréable. On a perfectionné les systèmes de sonorisation. Ok, ça c'est notre parenthèse sur les systèmes de sonorisation. Et on revient dans notre histoire des musiques actuelles. Et 1970, c'est la période de Lévy et des mesures. Complètement. Donc là, on va voir apparaître des groupes aussi qui ont digéré la période rock'n'roll et qui, donc, si vous regardez de chaque côté de la batterie, on a des murs d'ampli, que ce soit pour la guitare ou pour la basse, puisque là, on a inventé le heavy metal, hard rock, où donc là, le principe, c'est que la guitare est en avant, des gros riffs, de la saturation, ça joue fort, et il y a un instrument qui, lui, du coup, a commencé son existence en étant un peu l'instrument le plus bruyant. Là, il se retrouve, je veux parler de la batterie, il se retrouve encerclé par des murs d'ampli, donc cet instrument va évoluer aussi, à son tour. Et là, on voit par un exemple de la batterie des Who, où là on voit que les cymbales sont de plus en plus, enfin il y a plusieurs tailles, mais certaines sont quand même de taille conséquente. C'est aussi l'apparition des pots en plastique. Jusqu'à présent on avait des pots animales, donc c'était relativement fragile. Là on a des pots en plastique. Tous les petits points noirs que vous voyez au milieu, c'est des patchs de renfort qui sont faits en Kevlar. Le Kevlar c'est utilisé pour faire des gilets pare-balles. Donc là je me retrouve avec un instrument où je peux rajouter plein d'éléments et qui font énormément de bruit et qui sont quasiment incassables. Dans quelques groupes phares à propos du hard rock, vous avez donc les Who comme je vous ai dit, Aerosmith, Van Halen, Black Sabbath. Donc on est vraiment dans la course au volume sonore dans cette période, des vies et des mesures des années 70, avec ces groupes qui jouent extrêmement fort sur scène. Complètement, comme tu me l'expliques, mais au milieu des années 70 en Angleterre, un nouveau style musical arrive. C'est ça, l'opposé quasiment. Puisque donc on a vu, là, on avait des groupes avec plein d'instruments qui étaient plutôt virtuoses, et là on se retrouve en Angleterre sur fond de problèmes sociaux, il n'y a pas de travail, les jeunes sentent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, qu'ils n'ont pas leur place, et ils vont créer le punk, où là en fait on a juste envie de crier son mal-être. Vous avez 3 exemples de groupes punk assez réputés, les Ramones, Sex Pistols, les Stooges, où donc là le principe ça va être nos futurs, donc ce qui compte c'est l'instant présent, et donc les groupes peuvent très bien se retrouver dans une cave, dans un grenier, n'importe où. L'endroit n'est pas forcément adapté, on joue très fort, puisque de toute façon le principe c'est qu'on ne se sent pas à sa place, et donc là le but c'est de crier sa rage dans n'importe quelle condition, donc dans des endroits pas forcément adaptés. Donc ça c'est l'évolution des musiques à guitare, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Et à la fin des années 70 arrive plutôt l'arrivée des sons synthétiques avec la disco. Oui, l'arrivée du synthé dans la musique. Le synthé, c'est comme ce truc que j'ai là devant moi. C'est pour la première fois l'arrivée d'un instrument qui n'a pas de source sonore acoustique à la base. Quand on parlait de batterie, de basse, de guitare, depuis le début là, de notre petite historique, ce
ce sont des instruments qui génèrent un son acoustiquement et puis qu'on va amplifier pour le rendre plus fort. Là, avec une nouvelle esthétique musicale, alors là on est en train d'écouter vraiment un emblème de la disco, c'est Donna Summer, et au-delà de l'esthétique, il y a la façon de consommer la musique qui va évoluer, puisqu'on ne va plus aller dans des lieux de concert pour écouter un live qui peut durer environ 1 heure. Là, on va se retrouver dans des discothèques ou des boîtes de nuit et danser une bonne partie de la nuit, c'est-à-dire, je sais pas, 4-5 heures à écouter de la musique très fort, en général pas loin des enceintes d'ailleurs. Début des années 80, tu parles de son synthétique, on va remplacer les batteurs par des boîtes à rythme. Oui, parce qu'on se disait que le batteur pouvait se fatiguer au bout d'un moment, c'est pas faux, hein. Je vois Franck, on joue, on vieillit en plus, et des fois c'est compliqué. Enfin bon, l'idée c'est que l'arrivée de la boîte à rythme va remplacer très souvent la batterie, va permettre également d'utiliser du coup des sons de percussion qui n'existaient pas acoustiquement, donc on va faire appel à des nouvelles fréquences qui vont pouvoir perturber d'une nouvelle manière nos oreilles. En découle une esthétique assez industrielle, comme le morceau de Dépêche Mode qu'on entend en ce moment. Donc, je sais pas si vous remarquez, mais la batterie, du coup la boîte à rythme n'a pas vraiment un son de batterie comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure dans le morceau qu'on a joué. Enfin, moi je trouve. Fin des années 80, l'arrivée du hip-hop et des sampleurs. Alors, le sampler, je ne sais pas si ça vous parle, en fait c'est une machine, une sorte de boîte vide dans laquelle on va pouvoir enregistrer n'importe quelle source sonore. Et ce qu'il y a de super novateur dans cette façon de faire de la musique, c'est que pour la première fois, on va créer de la musique en enregistrant des bouts de musique qui ont déjà existé. En gros, pour faire du hip-hop, qu'est-ce que je fais? Je vais aller enregistrer des bouts de musique sur des vieux disques des années 60, par exemple, ou des années 70, pourquoi pas. Je vais les mettre en boucle, ces bouts de musique enregistrés, y rajouter une boîte à rythme, rajouter là-dessus un chanteur, le MC, et c'est un peu les ingrédients de base pour faire le hip-hop, qui est devenu un pan incontournable de la musique d'aujourd'hui, mais qui est né sur vraiment cette nouvelle notion qui est de faire du neuf avec du vieux. Alors vous, en début de séance, vous avez joué un morceau, on pouvait entendre un extrait des Beatles par exemple. Comment tu utilises, toi, le sampling, les sampleurs dans votre musique? Nous, on est complètement dans cette démarche de recyclage, à la différence près par rapport au hip-hop des années 80 ou 90, qu'on n'est plus limité techniquement par un temps d'enregistrement. À l'époque où NTM, qu'on était en train d'écouter ou qu'on est en train d'écouter, a fait son premier album, il ne pouvait pas dépasser genre quelques secondes, disons une trentaine de secondes d'enregistrement, de sampling pour faire un morceau. C'était techniquement pas possible. Aujourd'hui, avec les ordinateurs et tout ça, on n'est plus du tout limité. Du coup, nous, on prend un morceau entier instrumentalement, on va prendre la partie vocale d'un autre morceau, et l'idée c'est de créer un méga giga groupe qui aurait dû exister mais qui n'existe que quand on le fait nous. Alors tu parles de méga giga groupe, est-ce que ça vous dit, on se joue à un jeu, que DJ Moule Orchestra nous joue un morceau et qu'on essaye de deviner les extraits qu'il y a dans le morceau? Ouais, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Alors il y en a combien d'extraits à deviner? À trouver? À trouver 5, et alors vraiment, mais le plus puriste d'entre vous en trouvera 6, mais alors lui carrément, on peut lui payer une grenadine à la fin. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Est-ce que vous êtes prêts à applaudir DJ Moule Orchestra? Ok, on y va, ouvrez grand les oreilles, c'est parti.
Orchestra. Voilà, sous vos applaudissements et vos hurlements. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors attends, il vient de lever la main, je t'écoute. Jamiroquai, est-ce qu'on a du Jamiroquai? Alors on aurait pu, mais non. Bruno Mars, oui. Bonne Bruno Mars, réponse. on est bon. Du Beyoncé, ok. bien, Qui avait le Beyoncé? Ok. Ensuite, est-ce que vous avez trouvé autre chose? Beyoncé, Bruno Mars, tu veux me dire? Pardon? Les Jackson 5, on me dit? Non. Michael Jackson? Non, vous cherchez qui est le chant principal là-dedans. Alors c'est ni Jamiroquai, c'est pas Michael. Attends, tu voulais nous dire? Dis-nous. Oui. C'était une bonne blague, mais non, pas du tout. Ok. Vous l'avez pas? Moi, à un moment donné, j'ai entendu un espèce de Makeba. Tout à fait. Alors Donc, vous l'avez eu aussi? Il fallait l'écouter. Donc Jane, en plus. Ouais. Ok. Le chant principal, c'est C'est Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Avec un autre chant, il y avait un chant de dame, une dame qui chantait, c'était Aretha Franklin. Aretha Franklin. Et à un moment donné, il y a eu un rythme de batterie. James Brown. Non. Mais bien tenté. Non, le rythme de batterie, c'était U2. Avec un rythme sur U2. Ok, on peut les applaudir pour ce méga mix. C'est un morceau. Extrait pour vous cet après-midi. Vous en avez déjà trouvé 3, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci, c'est bon, merci, c'est cool. Ok, donc ça, on a vu le sampling jusqu'où vous arrivez à le pousser. Et donc, dans le milieu des années 90, vous avez un ordinateur sur scène et arrivé la musique électronique et la musique assistée par ordinateur. Pardon, excusez-moi, oui, mais on a le droit de se faire des bisous. Vous aviez pas vu notre photo de presse ou quoi? Oui, alors on est toujours dans cette S'il vous plaît. on est dans cette évolution musicale. Hein. On reprend le fil de notre histoire. S'il vous plaît, merci. On en était au hip-hop et à la notion de recyclage pour créer de la musique. La décennie suivante, donc autour des années 2000, voit cette façon de créer de la musique devenir quasiment le standard mondial. Et la grosse nouveauté dans tout ça, c'est que grâce à l'arrivée de l'ordinateur, à sa démocratisation, on peut, sans avoir de connaissances musicales, sans avoir de formation en école de musique ou en conservatoire, devenir ce qu'on appelle un producteur et créer dans sa chambre, comme l'ont fait les Daft Punk qu'on entend en ce moment. On peut créer des morceaux à moindre coût qui vont devenir des standards mondiaux. C'est tout à fait nouveau ça. Et la musique électronique, ça s'écoute où? Alors ça s'écoute dans des clubs et puis ça s'écoute aussi beaucoup dans des free parties pour la partie la plus dure de la musique électronique, c'est-à-dire la techno et tous ses dérivés. Donc on va écouter ça en free party. Alors ce qui est intéressant sur cette image, c'est que au-delà du fait que les mecs en casquette là dans l'enceinte vont se faire mal aux oreilles, c'est qu'ils sont devant un mur de son et qu'il y a même plus, on ne voit même plus qui est en train de jouer, qui est en train de faire la musique, puisque là on a réduit la musique à l'essentiel, c'est-à-dire le son. On va au son, on va écouter du son. Et c'est passé combien de temps une free party? 1 heure? Alors une free party, moi ça dépend un peu des tempéraments, mais ça peut durer plusieurs jours quoi. Est-ce que Guillaume, tu peux nous spécifier un petit peu la particularité de ce système de son? Ouais, on l'a vu tout à l'heure sur la photo, entre le stade des Beatles et les systèmes d'aujourd'hui, on avait un gros truc sur scène là, un gros chapiteau d'enceinte, c'est un peu le même principe, sauf qu'en plus en free party, c'est souvent fait maison, donc sans aucune maîtrise de la chaîne audio. Et ces gens vont donc aller se mettre pendant des heures, voire plusieurs jours, la tête dans les enceintes. C'est vraiment ça qu'ils recherchent, c'est le son, mais sans aucune maîtrise et plutôt avec danger. Et le son d'aujourd'hui, c'est quoi? Le son d'aujourd'hui, par exemple, c'est Beyoncé, ok? C'est Ed Sheeran, ok? C'est Jane. C'est aussi Kalash Criminel, mais on l'a pas mis, ok? C'est les choses qui arrivent, ok? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce aux outils d'aujourd'hui, par exemple l'ordinateur qui est devenu très puissant, les compositeurs et les producteurs de maintenant ont pu, en mélangeant différentes textures sonores, créer une nouvelle musique qu'on appelle le dubstep ou le trap.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque des Beatles dans les années 60. Non, aujourd'hui, vraiment, grâce à l'outil technologique de maintenant, on peut créer ces nouvelles esthétiques musicales. Là, on est en train d'écouter Tatsik, et on va écouter la musique bien fort pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des textures sonores. Dans ma main. Je le repose ici, hop là. Alors quand je dis bien fort, ça va, c'était assez modéré et les lumières en ont remis une petite couche. En même temps, comme ça, vous étiez un moment de spectacle intense. Donc ça, c'est la musique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette première partie si on fait un premier bilan? On a vu que dès qu'il y a eu la création d'un instrument, eh bien, il y a eu un nouveau style musical. Ok. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau style musical, on a vu que ça s'est joué dans des lieux de diffusion différents. Donc il y a eu l'évolution des lieux de diffusion aussi, et l'évolution des lieux de diffusion, il y a dû avoir lieu un perfectionnement des systèmes de sonorisation. Ces quatre choses-là, elles sont liées. On l'a bien compris, et j'espère que vous l'avez bien compris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est les héritiers de cette culture du volume sonore. Alors c'est important de savoir un petit peu notre histoire des musiques amplifiées pour pouvoir la comprendre, et ensuite, pour vous, agir face au volume sonore. Ok? Donc j'ai commencé à parler de volume sonore, de fréquence, de texture, de son. Mais le son, qu'est-ce que c'est? Comment il se propage? Comment il se mesure? Quelles sont les notions à connaître pour le reconnaître? Eh bien, je laisse la parole à un ingénieur du son. Guillaume, peux-tu nous expliquer en théorie ce qu'est le son? Absolument, c'est le cours de physique théorique, il y en a pour 2 heures, et c'est cool. Non, je vais essayer de faire simple et rapide. Le son, qu'est-ce que c'est? C'est une onde qui se déplace dans l'air. On a d'abord une source sonore qui va vibrer, qui va faire se dilater, se compresser des couches d'air de proche en proche, et l'énergie va se transmettre jusqu'à votre oreille qui va capter cette onde sonore. Le son, il est défini par plusieurs caractéristiques, mais on va retenir 2 grandes. La première, c'est la fréquence qui s'exprime en hertz, et la deuxième, ça va être le volume qu'on exprime en décibels. Donc la fréquence. La fréquence, qu'est-ce que c'est? J'ai dit tout à l'heure que la source sonore, elle vibrait, et en fonction du nombre de vibrations qu'elle effectue en 1 seconde, on va connaître sa fréquence. Et moins de fois elle va vibrer dans 1 seconde, plus la fréquence sera grave, et plus de fois elle va vibrer en 1 seconde, plus la fréquence sera aiguë. Mais dis-nous, l'oreille humaine, elle est faite pour écouter de quelle à quelle fréquence? Alors le champ auditif humain se situe entre à peu près 20 Hz et 20 000 Hz. Donc 20 Hz, c'est très très grave, on ne l'entend même pas là, et on va commencer à le ressentir plus que l'entendre, puis on va enfin commencer à entendre les fréquences un peu plus élevées. Est-ce que vous commencez à le sentir, à l'entendre? Voilà, là tout va bien. Donc cette vidéo, elle va jusqu'à 20 000 Hz. On va la laisser défiler. Est-ce que toi, tu aurais sélectionné différentes fréquences pures à nous faire écouter? Exactement. Donc on va écouter un petit enchaînement de fréquences pures, et je vais les passer toutes au même volume sonore, et il va falloir être attentif. Il va falloir être attentif, s'il vous plaît. Une expérience qu'on fait ensemble. Et on va d'abord écouter le 400 Hz. Est-ce que tout le monde l'entend? Ok. Donc là on est à 400 Hz, on va à chaque fois doubler la fréquence, mais sans changer le volume, je précise bien. Donc là on va passer à 800 Hz. Tout le monde l'entend, on est bien? Tout se passe bien. On va doubler et on arrive à 1600. Alors c'est pas plus fort. C'est pas plus fort, c'est pas forcément plus agréable non plus, mais voilà. On va encore multiplier par 2 et on va arriver aux environs de 3150. Donc là normalement tout le monde l'entend bien et c'est pas super agréable. Donc on va vite passer à la suivante qui est 6300 Hz. Donc
Donc là j'imagine que tout le monde l'entend très bien. Et on va s'attarder à 12 500 Hz. Alors 12 500 Hz, s'il vous plaît, silence. Est-ce que vous l'apercevez? Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne l'entendent pas? Heureusement, on a une personne, mais voilà, ça peut paraître logique. Donc on va aller encore plus loin. On va aller à 16 000 Hz. Alors chut, chut, chut. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'entendent pas le sifflement? Vraiment, levez la main bien haut, ceux qui n'entendent pas le sifflement. Donc on a au moins une dizaine de personnes qui n'entendent pas le 16 000 Hz. On va garder ce petit chiffre en tête, on va passer à 20 000 Hz. 20 000 Hz. On baisse le bras, c'est bon, merci. Ok, là il faut être concentré hein, quand même. Et là il y a le 20 000 Hz qui est actuellement, il est joué là. Est-ce que quelqu'un entend le 20 000 Hz? Donc clairement le 20 000 Hz c'est pas possible de l'entendre. Donc c'est pas vrai. Donc, ce que vous entendez peut-être, c'est la soufflerie qu'il y a derrière, mais vous n'entendez pas le 20 000 Hz. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le 20 000 Hz? Alors, très simplement, il faut juste savoir que le 20 000 Hz... S'il vous plaît, merci, merci. Attention. Donc l'oreille humaine est censée entendre jusqu'à 20 000 Hz, mais les 20 000 Hz, c'est vraiment quand on est nourrisson. Et plus on va vieillir, plus les fréquences aiguës comme ça, elles vont disparaître. C'est pour ça que quand on a de l'âge, on commence à ne plus entendre 19 000, 18 000, 15 000, etc. Le truc qui est important, c'est que vous étiez tout à l'heure une dizaine à ne pas entendre le 16 000 Hz. Le 16 000 Hz, normalement, on ne l'entend plus entre 35 et 40 ans. Donc ce qui veut dire qu'ils ont une oreille déjà avancée? Exactement, ce qui veut dire que ça vous fait marrer, mais en attendant, vous avez une oreille qui a déjà 35 ou 40 ans et elle ne peut pas rajeunir. Que les choses soient claires, ça c'est plié d'avance. Ok, donc ça c'est les fréquences. On a parlé que donc les fréquences se définissent en Hertz. Il y a aussi le volume qui s'exprime comment? Alors attends, d'abord... Ah oui, pardon. Les fréquences, oui, les spécificités, bien sûr, de ces fréquences. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on entend environ de 20 Hz à 20 000 Hz, mais que le son, il ne s'arrête pas là. Il y a des fréquences qui sont plus graves que le 20 Hz, et ce qu'on appelle les infrasons, qui sont perceptibles par certains animaux comme l'éléphant. Et ensuite, au-dessus du champ audible humain, on a tout un tas d'ultrasons qui sont audibles uniquement par certains animaux aussi, comme les chiens, les chats, et la chauve-souris qui, elle, va jusqu'au sonar. C'est pour ça que nos animaux de compagnie, eux, parfois, ils se lèvent et ils entendent des choses que nous, on n'entend pas. Exactement, tout simplement. Ok, donc on est baigné par un amas de fréquences tout autour de nous. Tout le temps. Sa mesure, sa définition, et on parlait aussi de volume sonore qui s'exprime en décibels, je crois. Ouais, alors le décibel, pour faire simple aussi et rapide, c'est une unité de mesure de la pression acoustique, donc en gros du volume sonore, et ça se calcule sur une base logarithmique. Là, on va faire un petit cours de maths vite fait. Non, vite fait, juste le logarithme, ça n'a pas une croissance linéaire. Ce qui veut dire que si j'ai deux sources sonores à 50 décibels, le résultat des deux ajoutés ne va pas faire 100 décibels, mais 53 décibels. Donc ça voudrait dire que tous les 3 décibels, le volume sonore double. Exactement. Donc pour illustrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer une vidéo où on a un morceau qui va augmenter de 3 décibels en 3 décibels pour atteindre 95 décibels. Ok, donc là, est-ce que vous avez bien senti ce que c'était 95 décibels? C'est assez puissant quand même. Donc pour information, c'est le niveau maximum que vous avez dans vos écouteurs de téléphone ou de MP3. C'est-à-dire que quand vous mettez à fond, c'est exactement le même volume sonore, mais dans votre oreille. Ok.
Et donc, quelle est l'échelle des décibels? Est-ce qu'il y a une échelle à ça? Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, à l'écran, vous pouvez voir une zone à gauche où il y a des petites barres vertes là. Ça va concerner tout ce qui est contexte passif qu'on a vu tout à l'heure, donc la machine à laver, la télé, qui va se situer entre 40 et 80 Hz. 80 décibels, pardon. Tout à droite du graphique, on a au-delà de la zone rose là, des sons extrêmement puissants, c'est-à-dire qu'on est sur une Formule 1 ou un avion au décollage, voire même une fusée au décollage, qui sont des sources inaudibles, c'est-à-dire qu'on tuerait notre oreille instantanément. C'est des gros moteurs, quoi. Exactement. Et au milieu de tout ça, on a la zone 80 décibels 102, on va s'attarder à celle-là, qui nous intéresse parce que c'est là qu'on va trouver, ce qui nous intéresse nous, c'est la musique. Et on peut voir la petite batterie là qui veut dire concert, où il y a marqué 102 décibels. En France, on a une loi qui nous limite en niveau sonore dans les lieux où il y a de la musique qui est diffusée, boîte de nuit, salle de concert. Donc ça veut dire que quand vous allez voir un concert, vous êtes au maximum à 102 décibels, ce qui est quand même assez élevé déjà. Tout à l'heure, quand on a DJ Moule Orchestra qui joue là, on est aux alentours de 98-100 décibels. Donc 102, c'est en gros 2 fois plus fort. Et aussi, on a le casque là qui simule vos écouteurs, qui se situe entre 80 et 95 décibels, selon si vous le mettez à fond ou pas. Ben, alors au-dessus il y a une frise qui est marquée temps d'exposition hebdomadaire. Par exemple le baladeur, ce qui veut dire à fond c'est 95 décibels. Je vois que 95 décibels ça correspond à 7 heures d'écoute, et si je le baisse, je peux l'écouter plus longtemps. Alors bon, ça c'est la notion très importante de toute l'après-midi là, c'est le temps d'exposition hebdomadaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre oreille, elle a une possibilité d'écoute qui est définie toutes les semaines. Au-delà de cette durée-là, elle va être fatiguée et s'abîmer. Et cette durée d'écoute varie en fonction du volume auquel vous soumettez votre oreille. Donc on a vu qu'à 90 décibels, on a le droit à 20 heures de sollicitation par semaine. On augmente jusqu'à 95, on passe à 7 heures, donc plus que 1 heure par jour. Sachant que là on ne parle pas que de la musique, on parle des sons auxquels sont soumis vos oreilles toute la journée, c'est-à-dire à la cantine, pendant les cours, etc. Mais ça veut dire que je m'endors avec mon baladeur à 90 décibels la nuit, j'entends plus la musique, donc mon oreille se repose. Erreur, c'est-à-dire que votre oreille, quand vous dormez, elle est quand même soumise au même... elle travaille toujours, elle. Ce qui veut dire que quand vous vous endormez avec vos écouteurs, potentiellement, en une nuit, vous avez cramé toute votre semaine de temps d'exposition. Okay. Et à partir de là, votre oreille s'abîme, et c'est ce qui fait que certains d'entre vous n'entendent déjà plus le 16 000 Hz. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les concerts. Donc, le temps d'exposition, on en reparlera, c'est hyper important. Une notion très importante à comprendre et à assimiler. Ok, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les concerts. On va regarder une vidéo témoignage du batteur des Vampas, Nicolas, qui va nous parler de son expérience. Je m'appelle Nicolas, je suis le batteur des Vampas. Bizarrement, alors qu'on est un groupe punk rock assez sauvage sur scène, on a quand même toujours fait attention à ce que le niveau soit raisonnable. Notre job, c'est de faire en sorte que les concerts soient audibles. Pas parce que c'est fort, que c'est violent, c'est pas vrai. Après, il y a un niveau en dessous duquel, évidemment, artistiquement, il ne se passe plus rien. Donc, il faut trouver le bon truc. Les lieux officiels sont vachement mieux adaptés qu'avant, c'est sûr. Et d'ailleurs, on est un des pays les mieux pourvus en salle de spectacle pour les musiques rock, pop, tout ça. Il y a 20 ans, on jouait... alors ça nous arrive encore, quand c'est des petits festivals organisés par des assos qui n'ont pas beaucoup de moyens, on se retrouve à jouer dans des gymnases qui sont absolument pas faits pour ça.
Mais là, ça fait pas spécialement mal aux oreilles, c'est juste incompréhensible. Enfin, moi, je trouve que ce qui est plus gênant aujourd'hui, c'est plutôt ce qui se passe dans les discothèques. Enfin, 80% des discothèques dans lesquelles j'ai été, les plafonds sont bas, donc les enceintes, elles sont à hauteur des oreilles. Elles sont pas 1 mètre, 1,50 m au-dessus. Et tu peux te retrouver à passer une soirée avec une enceinte à ça de tes oreilles qui diffuse à fond pour les gens qui sont 10 mètres plus loin. Donc Nicolas, il nous dit 2 notions importantes dans son témoignage. La première, c'est qu'il nous dit qu'en dessous d'un certain volume sonore, artistiquement, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'on a besoin du volume sonore pour avoir des sensations, des émotions et aussi avoir envie de danser. Exactement. Nous, dans les salles de concert, comme ça, vous arrivez, on vous propose des bouchons d'oreilles. Et il y a plein de gens moi, qui viennent me voir et qui me disent mais au lieu de nous filer des bouchons, pourquoi juste vous baissez pas le son? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est juste qu'en dessous d'un certain niveau et d'une certaine pression acoustique, il faut qu'on puisse ressentir le son pour se procurer une émotion et avoir envie de bouger, de danser. C'est ce qui passe c'est ce qu'il se passe dans les concerts et dans les boîtes de nuit, et c'est hyper important. Deuxième chose, il nous dit qu'en France, on a la chance d'avoir des salles de spectacle et de concerts extrêmement bien équipées. Là, on est à la Nef à Angoulême, une salle bien équipée. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fonctionnement de la chaîne d'amplification? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous. Alors voilà, l'idée moi de mon métier, c'est de faire en sorte que le public ait un son qui soit le plus agréable possible et qu'il passe un bon moment pendant la soirée. Donc on a vu tout à l'heure que la guitare avait été électrifiée et donc elle passe dans un ampli guitare qui lui déjà fait du bruit. Et dans les salles de concert comme ici, on va mettre un micro devant l'ampli guitare. Ce micro-là, il va venir dans une table de mixage comme j'ai devant moi, là, sous ma main. Puis le signal ensuite audio va aller dans des amplificateurs de puissance pour alimenter des enceintes qui vont restituer le son dans vos oreilles. Toi, le tableau de bord, comme tu disais, devant toi, c'est bien sûr la table de mixage. Ouais, c'est un peu le centre névralgique de tout ça, puisque c'est lui qui nous permet de travailler le son et de le rendre plus audible, plus compréhensible et plus joli en soi. Donc on va zoomer un peu sur cette console-là. On me dit souvent, oh, il y a plein de boutons, machin. En fait, c'est pas tant de boutons que ça. Ce qu'on a entouré en rouge là, c'est ce qu'on appelle une tranche. Et donc c'est la même série de boutons qui est répétée plein de fois. Et dans chaque tranche, on va insérer un micro. C'est-à-dire que sur l'ampli guitare, je vais avoir un micro. Sur la batterie, je vais avoir un micro sur la grosse caisse, un micro sur la caisse claire, etc., etc. Et donc tous ces micros vont arriver dans la table de mixage et je vais les traiter, les travailler, chacun les uns après les autres, pour les mélanger et faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible. Donc on va vous passer un petit extrait sonore où on a fait ce travail-là. On a fait ce qu'on fait pendant les balances en fait, où on travaille l'audio et on va jouer sur les fréquences, donc les graves, les aigus, histoire d'avoir le meilleur équilibre possible. Et puis ensuite, on va habiller le son avec des effets comme des reverbs. Des reverbs ou des délais, comme ce qu'on va entendre. Donc toi, dans ton travail, tu peux mélanger, triturer, transformer tous les sons. Exactement. Pour qu'ils soient audibles, harmonieux pour le public. Et il t'en remercie. Plaisir. Ouais, il t'en remercie. On peut pas souvent applaudir les ingénieurs du son, c'est vrai que ça doit te faire chaud au cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a vu dans cette deuxième partie? Eh bien, si on fait un bilan, on a vu que le son, c'est quoi? C'est une onde. Ok, cette onde qui se balade dans l'air. Ok, elle se définit par des fréquences qui sont en hertz et aussi par le volume sonore en décibels. On a vu que le volume sonore, en fait, ce qu'il fallait faire attention, c'était son temps d'exposition. Ok, notion très importante à avoir en tête, le temps d'exposition. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, vraiment? Ouais? Ok, on en reparlera tout à l'heure. Ok. Mais le son, il rentre dans notre oreille, ok? Mais comment est-ce qu'il est décodé
par notre organisme pour qu'il soit perçu par notre cerveau comme un son agréable ou désagréable, on regarde, éveillons-nous en regardant une animation sur notre système auditif. Et amplifie. Elle est composée d'un pavillon et du conduit auditif. Elle capte les ondes sonores et les transmet vers le tympan. L'oreille moyenne amplifie également. C'est une cavité remplie d'air comprenant 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier qui transmettent en amplifiant la vibration du tympan à l'oreille interne à la manière d'un levier. L'oreille interne, elle, décode. Elle comprend la cochlée, organe de l'ouïe, et le vestibule, organe de l'équilibre. La cochlée prend la forme d'une coquille d'escargot. Elle est remplie d'un liquide dans lequel baignent environ 15 000 cellules ciliées. L'onde sonore est transmise au liquide de la cochlée et anime les cellules ciliées qui la tapissent. Chacune de ces cellules est spécialisée dans la réception d'une fréquence et la transmet au cerveau par le nerf auditif. Chaque cellule est responsable d'une fréquence. L'oreille est capable de distinguer environ 15 000 fréquences différentes. Les cellules ciliées qui reçoivent les fréquences aiguës sont disposées à la base de la cochlée. Celles qui décodent les fréquences graves se trouvent au sommet. Alors voilà, ça c'est notre système auditif. Si on revient sur une image de notre système auditif, on voit que l'oreille externe, on a le conduit auditif externe. L'entrée de l'oreille moyenne, c'est bien sûr la porte du tympan. Ensuite, dans l'oreille moyenne, on a la chaîne des osselets, les 3 plus petits os du corps humain, qui viennent ponctionner l'oreille interne, qui est la cochlée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'intérieur de cette cochlée. Voilà, la macro de la cochlée. On a vu que à l'entrée de la cochlée, nous avons les fréquences aiguës. Au centre, les fréquences graves. C'est pour ça qu'on perd d'abord les fréquences aiguës et que vous n'entendez plus, par exemple, le 20 000 Hz qu'on n'entend que chez le nourrisson. On perd d'abord ces fréquences aiguës naturellement en vieillissant. On va aller à l'intérieur de cette cochlée pour voir les cellules ciliées. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cellules ciliées sont rangées comme ça, en ligne, par tranche. Et par exemple, là, ce qu'on a en rouge, imaginons qu'on a le 12 000 Hz. Voilà, c'est rangé en fréquence. Là, on a le 12 000 Hz, 12 001, 12 002. Ça, c'est une cellule ciliée saine. C'est-à-dire que c'est une oreille qui entend bien. On va aller tout de suite voir une deuxième macro et on voit que c'est des cellules ciliées endommagées où on les voit, certains ont les cheveux décoiffés, voire certaines arrachées. Ça, c'est une oreille où forcément pour entendre le 12 000 Hz, il va falloir, vu que c'est arraché par endroits, il va falloir avoir plus de volume sonore pour pouvoir l'entendre. C'est une oreille endommagée. On va voir une troisième macro où c'est une cellule ciliée détruite, voilà, où les cellules ont complètement disparu. Donc c'est des fréquences qu'on n'entend plus. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que par exemple, avec la chirurgie d'aujourd'hui, on peut réparer un tympan, on peut réparer la chaîne des osselets par la chirurgie, ok. Mais on ne peut pas réparer les cellules ciliées, c'est-à-dire que quand les cellules sont arrachées, ont disparu, ces fréquences, on ne les entend plus et on ne les entendra plus jamais. Ces lésions sont irréversibles. Okay, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parmi vous, que vous êtes là parmi nous, qu'on est là ensemble. C'est pour vous parler de ça. Et quand on perd ces fréquences, c'est à vie. Donc on est là pour faire en sorte que vous soyez prémunis face au danger, pour faire attention à cela et que vous n'ayez pas des oreilles de quelqu'un de 60 ans à 15 ans. Ok. Et tout de suite, on va aller voir le professeur Néron qui va, en direct, on va aller en direct avec le professeur Néron qui va nous expliquer les traumatismes qu'encourt notre oreille. L'oreille est un organe fragile parce que nous naissons avec un capital immuable de cellules ciliées responsables de notre audition. L'agression répétée de sons trop forts va léser de façon définitive ce capital de cellules ciliées et entraîner des symptômes qui doivent nous alerter au début et qui sont témoins de lésions définitives de notre oreille. Ces symptômes sont toujours les mêmes, au nombre de 3. Le premier, c'est la baisse de l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'on va entendre ce qui se dit, mais les paroles vont être de moins en moins comprises, notamment quand il y a un bruit ambiant, c'est ce qu'on appelle le signe du restaurant. Quand d'autres personnes parlent à côté, on entend moins. Deuxième symptôme,
ce que l'on appelle les acouphènes, qui sont en fait des bruits parasites, soit type de sifflement, de bourdonnement, de jet de vapeur, mais qui sont d'intensité variable au cours de la journée et qui peuvent parfois devenir totalement insupportables. Ils vont devenir tellement insupportables qu'ils vont empêcher le sommeil et masquer tout le message sonore. Troisième symptôme, le dernier, ce qu'on appelle l'hyperacousie. Ça ne veut absolument pas dire que l'on entend mieux l'hyperacousie, mais qu'au contraire, les sons de la vie courante vont devenir désagréables, voire douloureux pour notre écoute. L'association de ces trois symptômes peut avoir des conséquences graves sur la vie sociale de chacun d'entre nous. Voilà, on nous parle de trois traumatismes, toujours les mêmes. L'hyperacousie, donc c'est quand on entend trop fort les sons du quotidien. La perte d'intelligibilité, c'est lorsqu'il y a plusieurs sources sonores, on comprend moins bien par exemple une conversation, ok. Et les acouphènes, ces sifflements, ces bourdonnements, ces jets de vapeur dans les oreilles. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont déjà eu des acouphènes? Ce sifflement dans l'oreille. Ti. Ok, ça fait une bonne moitié. Ok. Alors ce qu'il faut montrer, il y a une étude aujourd'hui qui nous montre que chez les 15-19 ans, plus d'une personne sur trois a déjà connu des troubles de l'audition. C'est-à-dire que parmi vous, là il y a la moitié, il y en a plus d'une personne sur trois a connu des troubles de l'audition. C'est une étude qu'on aurait fait il y a 15 ans, on n'aurait pas du tout eu ces chiffres-là. C'est vraiment lié aux moyens d'écoute d'aujourd'hui. Alors, donc pour se prémunir face au risque auditif, il y a plein de moyens de protection, et on va parler du premier moyen de protection qui est physique. Ce sont les bouchons d'oreille et la distance, Guillaume. Ouais, en effet, on vous propose, là vous avez, quand vous êtes arrivé, vous avez avec vous des bouchons d'oreille qui sont ceux qui sont à l'écran, qui sont de simples bouchons en mousse. Le principe c'est simple, c'est qu'on écrase le bouchon entre ses doigts, on le met dans son oreille et il va regonfler et obturer le conduit auditif. Et en fait il vous assourdit tout simplement de 30 décibels, ça vous bouche l'oreille, très basiquement. Donc ça c'est gratuit dans les salles de concert, souvent il y en a à disposition, il ne faut pas hésiter à les prendre parce que ça peut être fort utile. Il y a plusieurs types de bouchons, il y en a qui sont un peu plus évolués, qui ne sont pas gratuits, donc s'il y en a parmi vous qui ont des pratiques musicales avec des instruments qui font du bruit, vous pouvez vous acheter ces petits bouchons-là pour une dizaine d'euros. Ce sont des bouchons qui vont boucher l'oreille, mais de manière un peu plus agréable, et ils vont diminuer le volume sonore de 15 à 20 décibels, mais on va moins avoir la sensation d'oreille bouchée, et le son va être un peu plus agréable. Et ensuite, il y a encore un autre step, c'est les bouchons moulés, où là on choisit carrément de combien de décibels on veut atténuer le son. C'est plutôt pour les professionnels, ça, du milieu, des gens qui sont soumis à des forts niveaux sonores de haute qualité. Stéphane, toi, dans ton expérience personnelle, en tant que musicien, tu voulais nous parler des temps de pause. J'aurais bien parlé de la distance avant. Ah pardon, excuse-moi. S'il vous plaît, merci. Il y a un autre moyen de protection physique, c'est la distance. J'entends par là que quand vous êtes dans une salle de concert ou dans une boîte de nuit ou j'en sais rien, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de l'enceinte, et si à un moment vous sentez que c'est trop fort, le simple fait de s'éloigner de l'enceinte est un moyen de protection. C'est le premier en fait, le premier d'entre tous c'est celui-là. Et il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est quand vous avez pas les bouchons dans les oreilles, ou même si vous les avez, que vous êtes dans un concert et qu'il y a du fort volume sonore, ce qu'on a tendance à faire, c'est aller parler dans l'oreille de son copain. Sauf qu'on ne va pas parler dans son oreille, on va crier dans son oreille pour passer au-dessus du niveau ambiant. Et c'est là qu'on peut obtenir des dommages très importants et immédiats. Alors tu parles de distance, moi je vais aller encore plus loin dans la distance, parce que si on veut s'éloigner de l'enceinte, on peut aussi observer les temps de pause du coup.
Ouais, ça c'est carrément primordial. Moi je vous parle en tant que musicien, avec Franck on joue ensemble, c'est notre métier, et donc on passe notre vie dans des salles de concert comme celle-ci, et donc on fait un concert qui dure environ 1h15, des fois 1h30 si l'ambiance est là. Enfin, là où je voulais en venir, c'est qu'au bout de 7h30 de concert où on s'est exposé à un fort volume, nous, on va dans les loges et on repose notre oreille. On se retrouve dans une ambiance très calme en termes sonores. C'est pas le cas du public qui est venu à la soirée où on jouait, puisque avant nous et après nous, il aura pu voir d'autres groupes ou d'autres artistes. Et l'idée, vraiment pour se prémunir de ces risques d'altération de l'oreille, c'est que toutes les heures, vous fassiez une pause de 10 minutes. Donc en gros, vous êtes dans un lieu bruyant, que ce soit concert, boîte de nuit ou un bar, peu importe. Enfin, les bars, c'est pas encore, on ne sait jamais, ça viendra peut-être. L'idée, c'est que chaque heure, vous faites un break sonore pendant 10 minutes, vous allez prendre l'air et vos oreilles vous en remercieront. Franck, tu voulais nous parler de l'évaluation de son état de fatigue. Ouais. L'image simple, parce qu'en fait on a vu tout à l'heure dans le schéma pour nous expliquer le fonctionnement de l'oreille. On vous a parlé des osselets, là, les 3 petits os les plus petits du corps humain. Bon, ben, l'action qui se déroule dans l'oreille, elle se fait pas comme ça, quoi. C'est des muscles qui font que tout ça, il y a cette espèce de mouvement qui laisse passer l'information, etc. Donc comme toute action musculaire, et il y a l'état de fatigue est important. Donc l'image la plus simple, c'est on prend un footballeur, par exemple, après un match de foot, on peut imaginer qu'il ne va pas forcément faire 50 km avec son vélo. Il faut absolument tenir compte de son état de fatigue, genre vous avez travaillé jusqu'à très tard dans la nuit parce que vous êtes consciencieux, ou alors vous avez joué sur votre ordi, bon c'est selon. Et bien le lendemain, on sait qu'on a fait une petite nuit, qu'on est un peu fatigué, ce jour-là on va essayer il faudrait avoir le réflexe de mettre la télé moins fort, de limiter son écoute de sa musique. Et en fait c'est des gestes tout simples, quoi. Moi je voulais parler de se reposer après une surexposition. Par exemple, vous sortez d'une soirée, vous avez l'oreille qui siffle, vous rentrez chez vous au moment de vous coucher, vous réécoutez le dernier morceau, Kalash Criminel par exemple pour toi, ok, tu remets ça dans tes oreilles et tu t'endors en écoutant Kalash Criminel. Tu te réveilles le lendemain matin, tu as toujours l'oreille qui siffle, tu t'es pas reposé l'oreille. Et ben non, ce qu'il faut faire c'est que tu rentres chez toi, tu as l'oreille qui siffle, tu sens que c'est pas forcément que tu as passé une bonne soirée, c'est que ton oreille, voilà, les cellules ciliées sont en train de vibrer, tu vas peut-être perdre cette fréquence-là, donc tu te reposes, tu dors calmement, même si tu veux pour dormir, tu mets tes bouchons, comme ça te repose bien. Le lendemain matin, tu te lèves, mais tu as toujours ce sifflement dans les oreilles. Et bien à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin traitant ou un ORL pour aller constater son état de santé. C'est hyper important de le faire dès qu'on sent qu'on commence à avoir un petit traumatisme, une lésion auditive. Ok, c'est hyper important. Parce que ça évite son temps de surexposition. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ? Non? Non? Ouais, réveille-toi, c'est bon, on est là. Tout va bien. Ok, moi je voulais juste vous dire que pendant cette heure, en fait, on vous a délivré pas mal de messages. Ok? On a vu que les moyens d'écoute de la musique et du son de manière passive ou active sont extrêmement nombreux, que notre oreille, elle est constamment sollicitée, qu'on a simplement une paire d'oreilles chacun et c'est pas interchangeable. On en a chacun une, ok? Que naturellement, notre capital auditif baisse en vieillissant, ok? Que votre génération est soumise déjà, il y a un tiers de votre génération qui est soumise déjà à des lésions et des traumatismes de l'audition. Et que ces cellules ciliées, lorsqu'on les perd, c'est irréversible, c'est pour la vie. Alors, il ne s'agit pas de vous dire « Oh, c'est pas bien d'écouter la musique, on n'a pas envie d'être alarmiste ». Non, pas du tout. On est là cet après-midi, ensemble, pour vous donner toutes les informations, pour que vous ayez toutes les armes pour pouvoir agir face aux risques auditifs. Ok ? Vous êtes bien d'accord avec ça? Ouais? Ok, on n'est pas des vieux schnocks pour vous dire c'est pas bien et tout ça. Pourquoi? Parce que la musique et le volume sonore fort, on aime tous ça. On en a tous besoin, ça nous permet d'avoir des sensations, des émotions, s'émouvoir, c'est du plaisir, ça nous donne envie de danser, c'est hyper important. Mais il faut se prémunir face au danger d'une surexposition.
Alors nous, on vous invite à aller sur eduxon.org pour pouvoir tester vos connaissances. Il y a des jeux, des quiz sur, bien sûr, le système auditif. Il y a plein de questions. Comme ça, en plus, nous, ça nous ferait un petit retour sur le spectacle, sur ce que vous avez compris. Ça serait chouette. Les professeurs, ils vont vous emmener là-dessus. Ça va être chouette comme tout. Mais je me dis que si on veut finir cette séance par une notion de plaisir et de partage, est-ce qu'on finirait pas en musique? Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir Guillaume vers la Sono, ce qui se passe au niveau de son travail d'ingénieur du son, vous pouvez. Là, je vais vous demander, vous pouvez vous lever et on va voir un quart d'heure de concert de DJ Moule Orchestra. Vous pouvez tester, mettre les bouchons, ok? Ça va pour vous ou pas? Ouais.